Salut à tous. Salut. Bon, alors, épisode d'analyse pronostique de l'UFC 291, donc avec le combat qui va opposer Dustin Poirier à Justin Gaethje. Alors c'est là qu'il faut pas se tromper. Il faut pas dire Justin Poirier et Dustin Gaethje parce que sinon c'est pas les bons prénoms. Donc Dustin Poirier versus Justin Gaethje 2, parce que c'est la deuxième fois qu'ils vont s'affronter. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, donc du samedi au dimanche comme d'habitude, et ça va se passer au Delta Center pour le titre non pas de la catégorie, mais pour le titre BMF, donc Baddest Motherfucker, toujours avec mon meilleur accent. Donc le titre des plus gros bad boys de l'UFC, donc titre laissé vacant par Masvidal. Il l'avait remporté face à Ned Diaz d'ailleurs. Et donc voilà, ce titre il a été remis en jeu vu que les deux ont pris leur retraite avec ces deux combattants-là. On en a déjà parlé dans les podcasts d'actu sur ce qu'on pensait de ce titre BMF, surtout avec ces deux personnages-là. Et puis on avait ressorti aussi surtout le ressenti de Gaethje sur ce titre, qui disait que c'était un peu un cadeau fait par l'UFC, plus que le fait d'avoir le titre du mec le plus bad boy de l'UFC, c'était plus le fait d'avoir un accès à du pay-per-view sur justement un combat hors titre, justement hors title shot. Donc voilà, c'était un peu un remerciement on va dire pour fait d'armes offert par l'UFC, quoi. Donc c'est un petit coup de pouce. C'est ça. Donc quand on creuse un petit peu sur les deux, il y en a quand même un qui est un peu plus sale que l'autre, c'est Dustin Poirier qui lui pourrait clairement être en tout cas en accord avec ce titre-là. C'est un peu moins le cas pour Gaethje, mais en tout cas Dustin Poirier c'est un peu un des bad boys de l'UFC. Ouais, je suis pas trop d'accord. Dans l'état d'esprit, c'est un mec quand même, tu le vois dans l'état d'esprit, il cherche à faire mal dans ses combats, tu sais, enfin, il pourrit les combats, c'est un chien de guerre, c'est un mec qui lâche rien, c'est un mec qui a pas peur de rentrer. Alors il va pas faire du trash talk, mais qui a pas peur de rentrer dans la gueule de ses adversaires, qui a pas peur de les insulter, de les critiquer. Enfin, tu vois, que ça soit avec Conor McGregor ou avec d'autres, tu sais, s'il t'aime pas, il va te le faire comprendre, il va même pas te le faire comprendre, il va te le dire clairement. Et il n'y aura pas de filtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui, voilà, tu sens qu'il est noir. Pour moi, il fait partie des combattants les plus sales dans le bon sens du terme, hein, de l'UFC. Dans le sens où tu sais que quand tu vas le voir, tu sais que tu vas avoir une vraie guerre et tu sais que tu vas avoir un combat d'acharné, quoi. Et tu peux te dire bad boy dans ce sens-là. Tu vois pas forcément qu'il y a un bad boy qui ouvre sa gueule, mais plutôt un bad boy dans le sens où le mec c'est pas quelqu'un de propre. Tu vois, s'il peut te briser, il va te briser. Ouais, mais dans ce cas-là, Gaethje aussi. Ouais, un peu moins. Il y a pas ce truc, je sais pas, il y a un truc qui se dégage, il y a un regard noir, tu sais, qu'il y a chez Poirier, qu'il n'y a pas chez Gaethje. Bon, déjà parce que Non, parce que Gaethje le regard de Gaethje. Déjà, tu sais pas si t'en veux à toi ou à l'autre, parce que de toute façon, il regarde dans les deux sens. Donc, moi, des fois, je pense qu'il en veut à l'arbitre. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment, je sais pas, il y a ce truc de méchant, tu vois, chez Poirier. Ouais, je le ressens pas plus que ça. Ah, je sais pas, c'est un ressenti. Même là, quand je revoyais les combats justement qu'il faisait, et notamment même le combat qu'il a fait contre Gaethje le premier, tu sais, tu sens que Ouais, les parce que c'est deux, une revanche, faut le préciser. ouais, bah j'ai dit, hein, numéro 2 de toute façon, Ok. mais tu sens que le combattant, on va dire, le plus border, c'est lui, dans le jeu, tu vois, dans ce combat-là. Celui qui peut vriller, c'est lui. En plus, avec les doigts dans les yeux qu'il a pris, avec tous ces trucs-là, tu sais, voilà. Et je sais pas, c'est un ressenti. Bah, dites-nous si vous êtes plus de mon côté ou plus du côté de Rolly sur ce sentiment-là. Parce qu'on va pas passer 2 heures à débattre là-dessus, Ouais, c'est pas le but du soir, mais en tout cas, voilà, c'est juste mon ressenti à moi. D'ailleurs, au passage, vous excuserez notre cher Rolly qui enregistre d'une cave. Il a allumé toutes les lumières possibles, mais on le voit encore pas. Donc, sérieux? Putain. ouais, c'est sombre, c'est sombre. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde connaît ta tête maintenant. Tu sais, en fait, la limite, il faudrait qu'on mette un vocodeur sur ta voix. Oui, bonjour, je m'appelle. Mais non, on va me voir, je suis sûr. Je sais pas, on verra bien. Bon, bref. Donc ils s'affrontent pour ce titre-là. Alors, on commence par le Tale of the Tape, comme d'habitude.
Donc, Dustin Poirier, c'est 1m75 pour une allonge d'1m82,9. 29 victoires pour 14 KO, 8 soumissions et 7 décisions. Et il a 7 défaites, 2 KO, 3 soumissions, 2 décisions. Et on ajoute à ça un no contest. Justin Gaethje, c'est 1m80, donc plus grand, mais une plus petite allonge, puisqu'il a une allonge d'1m77,9. C'est 24 victoires, 19 KO, une soumission, pas étonnant qu'il n'y ait qu'une soumission d'ailleurs, et 4 décisions, on en parlera tout à l'heure, et 4 défaites, 2 KO, 2 soumissions. Les 2 soumissions d'ailleurs, c'est Khabib et Oliveira. Voilà. Voilà, on l'a dit, ils se sont déjà affrontés. Ça s'est passé en 2018 et Dustin Poirier avait gagné par KO au 4e round. Ouais. Après une guerre de ouf. Après une guerre de ouf, dont on va parler. On commence par la boxe ? Comme d'hab. Donc, on commence par la boxe. Donc, Dustin Poirier, on va suivre l'ordre qui nous a été donné par l'UFC. Dustin Poirier, c'est un gaucher déjà. Donc, on a un combat d'un gaucher contre un droitier. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait que, on le verra après, mais que Gaethje est un mec qui met des low kicks, beaucoup de low kicks. Donc, le fait d'être contre un gaucher, ça change un peu la donne aussi. Donc, c'est pas un puncher, Dustin Poirier, mais par contre, c'est un boxeur en volume. C'est un mec qui va te mettre un rythme en fait sur 5 rounds et qui s'épuise ou qui s'épuise pas, en fait, tu le verras pas. C'est-à-dire que vraiment, il a le cardio pour tenir les 5 rounds et il a aussi le mental, surtout pour tenir les 5 rounds. C'est vraiment un chiffonnier quand il combat. Il peut tenir donc le rythme, effectivement, sur 5 rounds, mais d'une guerre absolue. C'est-à-dire de la première à la dernière seconde, il va te faire la guerre. Et voilà quoi. Déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal de parler de ça. Ouais. C'est vrai que c'est le roi de la guerre, je crois. Ouais. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il aime, tu sens qu'il est à l'aise dedans. Tu sais, il est à l'aise quand vraiment, quand il y a du sang, quand ça fait mal, quand il y a de l'échange, en fait. Et c'est là où tu vois qu'il est serein. C'est-à-dire, dans les échanges, on en parlait sur un combat précédent, ou je sais plus, sur un podcast d'actu, sur le fait de pouvoir garder les yeux ouverts, ou tu sais, ceux qui naturellement peuvent garder les yeux ouverts dans un combat. Bah, tu sens que lui, c'est typiquement le genre de mec qui reste lucide et concentré sur tout ce qui se passe dans le combat. Ça se voit parce que déjà, ça se voit dans sa gestion, dans l'échange des contres, parce que c'est là où il touche le plus d'ailleurs, c'est quand il est dans les contres. Ça se voit dans les phases où il est acculé à la cage, où il va se faire frapper salement. Tu vois qu'il a toujours les yeux ouverts, qu'il quitte jamais son adversaire des yeux. Ouais, et sa défense, elle est très bonne en plus. Et sa défense est très bonne. Toujours le bon mouvement de tête, il n'y a jamais de panique. Exactement. Et il a cette faculté aussi d'avoir ce coup d'œil grâce à ses yeux grands ouverts, où justement il va pouvoir faire un petit retrait de bus pour pouvoir revenir. Tu vois, c'est aussi un maître du je sors pour rentrer. Mais c'est pas je sors complètement. C'est juste le petit décalage pour ensuite renvoyer son attaque derrière, surtout avec sa gauche qui fait du mal, puisque vu qu'il est gaucher, justement, c'est son point gauche en fait qui va rentrer avec beaucoup de puissance en direct. Et en plus de ça, enfin, tu sens qu'il fait mal, quoi. Même si c'est pas un puncher, même s'il met pas des KO, tu sens qu'il fait mal. Il te marque très vite en fait dans le combat. Ah non, tu sens que ses frappes sont lourdes. Ouais. C'est un boxeur qui va beaucoup shifter de garde, justement pour casser la distance et pour faire en sorte aussi que, en fait, ça va renforcer sa puissance la puissance de ses coups parce qu'en fait, c'est toujours un point arrière en fait qui va arriver pour son adversaire. C'est-à-dire que quand il va être en garde de gaucher, il va envoyer son point arrière et puis il va shifter pour que son point droit devienne son point arrière. Donc, il y a toujours cette distance de frappe qui va permettre en fait de maximiser la puissance de chaque coup. Et puis en même temps, il casse la distance sur ses adversaires, ce qui lui sert à la fois à la boxe et à la fois en lutte. On verra tout à l'heure. Ouais. Et ça peut être une qualité comme un défaut, mais en fait, il met tout dans chaque coup, j'ai l'impression. Ouais, en fait, alors c'est pas tout dans chaque coup. Il engage vraiment ses frappes, tu vois. Des fois, quand il suffit que l'adversaire esquive, le crochet, tu vois, il tourne complètement. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, il va. Justement, je trouve qu'il y a un savant mélange dans le tempo, tu sais, dans la musicalité de ses frappes, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il va justement faire un enchaînement lourd, mais pas forcément où il va surengager, mais il va en envoyer un ou deux où il va surengager. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il va faire son enchaînement bim, bam, 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 et puis d'un coup, il va en envoyer un fort. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme s'il voulait mettre un point final à chaque enchaînement avec une frappe forte.
Mais il n'envoie pas toutes ses frappes. C'est pas, tu sais, un combat de saloon où il va balancer des crochets à non plus Non, non, finir. Tu non, vois. il est super propre. Ouais. Mais par contre, tu sens que il y a une frappe, souvent un crochet d'ailleurs ou un overhand, où pour le coup, il va essayer de faire vraiment mal. C'est-à-dire qu'il va envoyer uppercut, des directs, tout va bien se passer, quelques petits crochets, mais il y a un moment, il va envoyer un sale crochet bien lourd ou un sale overhand bien lourd. Ça, Ouais. c'est vraiment sa marque de fabrique. Effectivement, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Et si tu l'esquives, c'est vrai que tu sens que il a Bah, il embarqué dans sa part. frappe. Ouais. Ouais. Mais il revient très vite. Hein. Il revient compose très vite. D'ailleurs, son overhand, il le lance souvent en avançant. C'est souvent ça où il va arriver, il va envoyer l'overhand sur son shift. Voilà, comme ça, s'il peut passer par-dessus la garde, hein, c'est très bien, on va pas se mentir. Et il n'a pas peur de prendre des coups, ce qui lui permet d'envoyer son bras avant en crochet, en contre, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'échange, effectivement, il a un sacré coup d'œil, mais aussi il a pas peur d'être touché. Donc il en profite. Il laisse son adversaire, en fait, prendre confiance dans son échange pour que lui puisse envoyer le crochet derrière. C'est ce qu'il avait fait à Oliveira, par exemple, Ouais. où Non, il il a le un très sonne. bon crochet, Ouais, bravo en plus, hein. Il y a une ouais, phase contre Geji, il en envoie 3 d'affilée. oui. Mais contre Geji, de toute façon, c'est un des rares combats où vraiment il a. Enfin, un des rares combats. Après, c'est vrai que j'ai pas tout regardé, mais ce qui m'a marqué dans ce combat-là, c'est que ça soit pour son jab ou pour son crochet, effectivement, il mettait de la fréquence. Il pouvait envoyer un, deux, trois jabs d'affilée, tu sais, pour. Parce que Geji lui permettait. Geji, il se mettait en boule tout de suite C'est pour ça. contrer derrière, tu vois. C'est ça. Mais on en parlera tout à l'heure Ouais, de la différence, en fait, justement, sur le regard et sur le fait de garder le contact visuel avec l'adversaire. ouais. C'est-à-dire dans le sens où vraiment tu sens Dustin Poirier qui, lui, peut le faire, là où Geji, il a un peu plus de mal, effectivement, pour cette Maintenant, raison-là. il me semble, alors je sais pas au niveau de la date, mais je crois qu'à cette époque-là, il n'avait pas eu son opération des yeux encore, Geji. Tu sais, il a En eu son opération. 2018, oui, Ouais, je crois qu'il l'avait pas eu encore. je sais pas. C'est vrai que j'ai pas la date non plus. Il était encore en mode guerre, tu vois, où il avait besoin, où il était complètement myope et il voyait pas. Mais pour le coup, c'est vrai, hein. Il avait besoin du contact de l'adversaire pour contrer. Oui. On a vu après son jeu évoluer après l'opération. C'est là qu'il a pu mettre en place ses stratégies avec le jab, qu'il a mis en place contre Ferguson, contre Fiziev là récemment. Et ben, il suffit que de regarder justement Fiziev, pas Fiziev, mais Ferguson, si c'était avant ou si c'était après, je sais plus. C'était après. C'était C'était après. après. D'accord. Ouais, Ouais, donc ouais, je crois que le premier combat où il avait les yeux réparés, c'était avec Ferguson. il me Donc il semble. était encore en mode je tâtonne, je cherche les murs. C'est ça. Ça, c'est vraiment ça. Oui, mais ce qui joue beaucoup. Ce qui fait que t'as pas besoin, en fait, que tu gardes le contact visuel avec ton adversaire ou pas, quoi qu'il arrive, tu le vois pas. Donc, C'est ça. Donc il avait besoin en fait de prendre des frappes pour savoir où les mecs étaient situés. ouais, c'est une sacrée stratégie. Hein. Donc voilà. Une de ses grosses facultés aussi, c'est ses low kicks. Énorme low kick, énorme calf kick aussi. Donc beaucoup de puissance dans ses frappes. Tu le sens hein, parce que il y a des moments où vraiment il fait chavirer un peu Geji sur ses low kicks dans le premier combat. Et puis on a tous vu ce que ça a donné face à McGregor qui n'avait checké aucun calf kick et qui a perdu son combat à cause de ça. Donc il a une grosse force de frappe. Quand il est acculé à la cage, il va utiliser une garde à l'ancienne, ça va être sa garde Philly, où il vient mettre le point arrière en fait proche de sa tête et le point avant qui va Protège le être corps. en voilà perpendiculaire et qui va protéger le corps. Et surtout, là où il est dangereux, c'est qu'il va sortir ses coudes avec sa garde. Vraiment, il va faire en sorte que si tu peux en fait frapper dans ses coudes, soit que ton bras, ton avant-bras, tu sais, vienne se prendre un coude ou même ton poing, c'est ce qu'il cherche. Tu vois, c'est là où je te dis que c'est un combattant dans l'état d'esprit aussi où il est sale. C'est-à-dire qu'il pourrait Ouais. très bien se mettre hermétique, garde Philly, tu sais, rentrer le menton dans l'épaule, lever la main et se mettre dans sa boîte, tu vois. Et lui, vraiment, tu sens qu'il cherche à accompagner les coups avec Mais ses c'est en coudes. fait, il n'a pas vraiment une garde Philly de boxe anglaise où il va protéger le ventre, tu vois. Il protège Ouais, essentiellement le visage. ouais, ouais. Ce qui fait Donc qu'il est ouvert au corps. ouais, il est ouvert au corps, mais bon, il est solide. Enfin, il a Et puis confiance surtout, en sa capacité à encaisser les frappes. Et au visage, il est quasiment intouchable. Enfin, tu ouais, te niques les poignets. C'est ce Holloway, c'est ce qu'il avait dit dans son coin, tu vois. J'arrive pas à le toucher. ouais. Et surtout, bah, c'est pareil, même au corps. Hein. De toute façon, quand tu as le coude qui sort, tu sais, même si tu Mhm. frappes au corps, tu sais que tu peux te prendre un coude. Tu sais, ça fait un peu.
Un peu comme on fait en Kali, tu sais. Voilà, je vais parler encore des arts martiaux. J'en ai un qui va se reconnaître là, quand il va écouter. Donc, en Kali, quand tu viens accueillir une frappe, tu viens la guider vers ton coude, tu sais, pour que tu puisses, comme ça, c'est normalement à main nue, hein, de toute façon, tu viens guider vers ton coude pour que tu pètes les doigts de ton adversaire, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est ce genre de truc un peu sale, sale qui est fait. Et bah lui, c'est un peu sa manière de faire où alors il va pas guider le poing vers le coude, mais par contre il va envoyer le coude et puis si le coude il prend quelque chose, bah c'est bien au passage quoi. Donc c'est vrai que ça t'incite à frapper moins fort aussi par la même occasion. Ouais non c'est une super garde, c'est une super garde qui cherche à blesser son adversaire en fait. Qui cherche à blesser et en plus à décourager. Ouais, Parce qu'une je fois suis que, d'accord. même si t'es pas blessé, une fois que tu as pris le coup, tu n'as plus envie d'envoyer. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair. Donc voilà. Et après, en termes de défense, il a aussi un excellent coup d'œil, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui lui permet de faire de belles esquives rotatives de beaux retraits de buste, la Ouais. tête, tu vois, des bonnes esquives de tête, ce qui lui permet en plus de retourner dans l'échange derrière. C'est-à-dire, souvent, on le voit juste reculer ce qu'il faut, en fait, désengager, reculer la tête pour envoyer un droit-gauche derrière, tu vois, ou un crochet, ou n'importe quoi, en fait, il va faire un contre, ce qu'on appelle asynchrone, dans le sens où il va pas contrer en même temps que l'adversaire déclenche, mais par contre, il va laisser passer et derrière, il va contrer. Il va Donc, remuer tout de suite, ouais. c'est Avant ça. que vous ayez le temps de ramener votre bras. Ouais. Et c'est super intéressant parce que quand on fait ça, bah forcément, on s'ouvre des portes puisque en fait, on vient contrer avant que l'adversaire puisse remettre sa garde en place. Donc ça permet de toucher assez facilement et de se créer des ouvertures. Il a aussi, on parlait de son crochet tout à l'heure, la grande force de son crochet, c'est qu'il arrive très bien à passer derrière en fait la garde de l'adversaire. C'est-à-dire, il profite en fait de son allonge aussi, hein. C'est vraiment ça, parce il a quand même une longue allonge avec c'est presque 1,83 m d'allonge. Et ce qu'il aide d'une part dans ses directs, parce que voilà, quand il y va, il est hors de portée et il peut toucher avec ses directs. Mais c'est surtout que derrière, il envoie son crochet qui va pouvoir aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus derrière la garde, sans trop s'exposer aussi par la même occasion. Ouais. Non, mais franchement, en revoyant ce combat-là contre Geji, je l'ai trouvé super propre en boxe pour aller. Oui. Le fait de revoir là, je me suis dit, putain, il est vraiment chaud. Mais il a Elle un est belle sa excellent boxe. Ouais, il a un excellent coach de kickboxing, hein, de toute façon, hein, qui le fait, qui le fait évoluer, j'ai l'impression, à chaque sortie aussi. Enfin, tu vois, vraiment, tu sens que il aime ça, il aime le kickboxing et que derrière, il progresse et qu'il a à cœur d'avoir une excellente boxe, pour le coup. Parce que c'est vrai que sa boxe, elle est super propre. Elle est vraiment très propre et c'est toujours bien réfléchi. Là, dans le game plan qu'il avait mis en place contre Geji, il sait que Geji va mettre des low kicks. Donc, à chaque low kick sur sa jambe avant, puisque de toute Il façon, contraire. voilà, il compterait. Comme il était obligé, donc Geji, d'envoyer avec sa jambe avant aussi, pour le coup, puisque s'il veut toucher à l'extérieur. Donc, forcément, en fait, il était obligé de s'ouvrir. Et il compterait avec son crochet du gauche. Et Ouais. c'était à celui, enfin, crochet ou direct. Et c'était à celui qui allait tomber le premier, en fait. Parce que tu avais la stratégie de Geji qui était de sabrer la jambe de son adversaire comme il a l'habitude de le faire. Et tu avais la stratégie de Poirier qui était de venir accueillir cette frappe pour ensuite pouvoir, cette fois-ci en contre synchrone, venir envoyer son direct. Et ça a très bien marché parce que c'est ça qui conduit en fait au chaos en fait. La première frappe qui sonne Geji et qui lui fait mal, c'est celle-là. Mais on Ouais. voit quand tu regardes le Mais bon, combat, quand tu le revois, c'était risqué quand même. Parce ah c'était à celui qui lâche le premier. voilà, ça a marché pour les deux, hein. Parce que la jambe de Poirier, elle est cuite, hein. Ouais. Bah tu sens qu'elle est cuite en fin de troisième. Tu sais, où quand il vient où c'est lui qui frappe. Et en fait, il se fait mal en frappant, mais parce que c'est pas parce qu'il frappe mal, c'est parce qu'en fait, elle est déjà bien usée. Et donc, tu le vois, il se met dos à la cage, il s'appuie sur la cage pour lui donner en fait le petit temps de récupération qui va lui permettre de pouvoir repartir derrière. Et tu sens que voilà, dans le quatrième, en fait, tout se joue. Et soit c'est lui qui touche avec tout le travail qu'il a fait au préalable aussi, parce que lui aussi, il touche beaucoup avec cette Ouais, gauche, tu sais. Donc, soit c'est lui qui touche et qui finit le combat, soit c'est Geji qui lui en met encore deux trois et et c'est potentiellement, fini. il peut stopper. Ouais, potentiellement, il peut stopper. Même si j'ai du mal à voir Poirier s'arrêter là-dessus. Ouais, c'est vrai. J'ai du mal à le voir craquer sur des frappes, sur des low kicks. Ouais. Il a trop montré dans sa carrière qu'il était comment dire, incassable. Tu vois. Soit tu le mets KO, mais tu vas pas le briser comme ça.
vas pas le briser sur une frappe de ce type, en tout cas. Ouais, pas sur de la douleur. Non, Soit tu l'éteins, soit tu le soumets, mais c'est pas la douleur qui va le faire lâcher. non. Donc ce sera intéressant de voir justement comment ça va se passer dans ce deuxième combat. Est-ce qu'ils vont faire un bis repetitat avec la même stratégie ou est-ce que l'intelligence de leurs deux coachs, parce qu'ils ont quand même que ça soit Trevor Whitman ou que ça soit Brown, dans les deux cas, tu vois, c'est des mecs qui ont à cœur aussi de faire des bons game plans, tu vois. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, comment ils vont analyser le précédent combat pour pouvoir faire en sorte d'aller tirer la victoire à eux. Est-ce qu'ils vont rester sur le même schéma ou pas? En sachant que là, on a vu qu'un Geji pouvait être beaucoup plus réfléchi qu'à l'époque, aujourd'hui. Ouais, ouais, Donc, il a ce choix maintenant. ouais. Donc, à voir. D'ailleurs, ça fait une bonne transition. Je sais pas si tu as quelque chose à Ouais. rajouter sur la boxe de. Non, 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 pas sur Geji. Donc, ça fait une bonne transition, effectivement. Donc, Geji, bah, c'est l'empreinte Trevor Whitman, hein, de toute façon. C'est les personnes qui sont coachées par Trevor Whitman ont une empreinte Trevor Whitman, comme c'est le cas pour pas mal de coachs, en fait, qui ont leur style, enfin, tu sais, qu'on leur approche et qui vont marquer de cette empreinte, en fait, tous les combattants qui coachent. Tu vois, c'est Fernando Lopez, c'est le frapper sans être frappé, tu vois, toucher sans être touché avec du déplacement. Trevor Whitman, c'est un accent sur le placement et le déplacement. Lui, pour le coup, c'est pas toucher sans être touché, mais c'est savoir se placer face à son vis-à-vis de ton adversaire et se déplacer en conséquence aussi, bah, pour en fait faire en sorte que ta boxe anglaise particulièrement soit plus efficace. Ouais. On l'a vu avec Kamaru, Ouais, avec Geji, avec Rose. oui. Donc c'est intéressant. Par contre, ce style-là a des failles et on les remarque en fait chez chacun de ses combattants. Pas surtout d'ailleurs chez Kamaru et chez Geji qui ont la même formation à la base, qui sont deux lutteurs et qui se sont mis à Mhm. l'anglaise après par la suite. Donc on voit cette même erreur. On en parlera après. Lui, sa force, c'est son timing. Que ce soit alors au moment où l'adversaire en fait prend son appui, tu sais, quand il va avancer pour attaquer, c'est là où il va mettre son low kick. Donc il va maximiser les dégâts qu'il va faire avec son low kick parce que tout simplement, tu as tout ton poids sur ta jambe avant et donc quand il vient de frapper, en fait, tu peux plus l'accueillir. Tu sais, en désamorçant, tu vois, en ramenant par exemple le talon à la fesse ou en faisant un petit pas de retrait, tu sais, pour minimiser la frappe ou alors le checker tout simplement. Là, c'est vraiment une destruction qui se fait, mais à petit feu avec peut-être l'un des meilleurs kickers en low kick de tout l'UFC. Ouais. Ouais, Bah oui, je pense, hein. Bah, il y ouais. avait eu le combat contre Barboza, justement, où on disait c'est qui le meilleur, les meilleurs low kicks. Et il a gagné, hein. Mais que ça soit lui, que ça soit Ferguson, que ça soit enfin toutes les personnes qui l'ont affronté, mais même là on l'a vu avec le premier combat contre Gaethje, contre pardon Poirier, on a Poirier. vu à quel point il était capable de sabrer une jambe, mais même contre Fiziev, qui pourtant est un boxeur d'élite, et il a pris les low kicks de Gaethje quand même dans le timing. En fait, ce qui était marrant avec Fiziev, c'est que c'était le middle contre le low kick, tu sais. Que Ouais. Fiziev, c'est la plupart des coups qu'il met, c'est en middle, et lui, c'était en low kick. Donc, c'était super intéressant. Donc, il y a soit ce low kick-là qui met dans le temps, dans le bon timing, soit il attend que l'adversaire déclenche pour mettre un contre, justement, soit en crochet ou en overhand, éclair du droit. C'est vraiment quelque chose qui fait très bien. Ou encore, il laisse aussi passer la frappe et contre juste derrière, tout comme le fait justement Poirier, comme on en a parlé tout à l'heure, avec son énorme puissance de frappe, parce qu'il frappe comme une mule. Il faut le savoir. Lui, par contre, il frappe comme une mule. Il engage. Alors, on parlait d'engager tout à l'heure sur les frappes. Il engage, lui, pour le coup, sur toutes ses frappes. Lui, on peut dire qu'il engage sur toutes ses frappes. Où vraiment, il met le buste en avant. Et comme justement, il a peu d'allonge, parce que c'est pas la plus grande des allonges, justement, il va venir se pencher en avant pour pouvoir envoyer vraiment avec toute l'inertie, en fait, de son mouvement pour venir frapper. Enfin, ça, c'est quand il vient envoyer justement des crochets, des overruns, ce genre de choses. Ouais. C'est moins le cas quand il utilise son jab. C'est C'est ça, marrant en parce fait. que. Il y a deux Geji, en fait. Ouais, Il y a deux versions. Il y a la version guerre, celle qu'on a vue contre Poirier, celle qu'on a vue contre Chandler. ouais, Parce que même après son opération, il a fait des guerres, hein.
En fait, c'est vraiment son état d'esprit. Des fois, il veut faire la guerre, et puis des fois, il y a le game plan à respecter. Il le fait très bien. On l'a vu contre Ferguson et contre Fiziev. Alors, tu vois, je pense pas que ça soit une question d'état d'esprit. Je pense que c'est le rythme imposé par Par l'adversaire. l'adversaire. Tu sais, parce que tu prends Fiziev, par exemple, tu sais que ça va être un stratège, c'est un mec technicien qui va arriver, qui va envoyer une box qui sera propre. Donc, tu peux venir et être dans ce mood de on s'affronte proprement. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un. Il y avait pas, là, il n'y a pas eu de pourrissement du combat. Tu vois? Par contre, Geiji, ça y est, ça commence. Par contre, JJ et Chandler. Chandler et Poirier, c'est des mecs qui, eux, vont te mettre dans un mood de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Où ils vont te rentrer dedans dès le début, où ils vont pas te lâcher, ils vont te mettre un rythme de fou, ça va être vraiment du sale, ou ça va être du coup pour coup, ça va être de la bagarre de saloon presque. Technique, de la bagarre technique, mais de saloon, où les mecs s'envoient tout ce qu'ils peuvent. Et j'ai l'impression que quand tu le mets là-dedans, en fait, il se calque à ça. C'est plus il se calque à l'énergie qui est envoyée par l'adversaire plutôt que lui qui le décide. C'est une impression que j'ai. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Bah, après, contre Poirier, comme je te disais, il n'avait pas le choix, puisqu'il avait pas eu son opération. Contre Chandler, je pense vraiment qu'il y avait une guerre d'ego aussi. Oui, C'est parce que, déjà parce que rien que le fait que les mecs ils se disent on va pas au sol, on reste ça debout. Enfin, bon, Chandler, c'était stupide de sa part, mais Gaethje, on sait qu'il cherche pas le sol de toute façon. non. Mais non, je pense qu'il y avait une guerre d'ego. En fait, c'est ça aussi. C'est que le mec aime trop l'image qu'il a de faire tout le temps du spectacle. On sait qu'il a eu énormément de bonus. Il est Oui, connu pour ça. C'est son surnom, hein, The Highlight. oui, oui. Ouais, non, mais je Donc, suis d'accord. il aime ça. Lui aussi, il aime la guerre. C'est ça le truc. C'est ça le piège, en fait. C'est que, ouais, comme tu dis, en fait, il suffit que le mec le titille un peu debout, le rentre en guerre pour que sa nature reprenne le dessus. Bah, soit le Titi debout, même avant le fight, quoi. Tu sais, lui promettre la guerre. Et dans ce Ouais. cas-là, tu sais, le mec, il vrille. Il se dit, OK, vas-y, on y va. On se fout sur Et la c'est gueule. pour ça que je me dis, le fait qu'il y ait la ceinture BMF, c'est une revanche. Le premier combat, ça a été une guerre de ouf. J'ai vraiment l'impression que ça va repartir en guerre, quoi. Je pense. Et je pense que c'est une erreur. Ouais, clairement. Parce que si tu rentres là-dedans, c'est comme je disais, le plus chien de guerre des deux, je pense que c'est Poirier. Ouais, c'est pour aller. Donc c'est ouais, c'est une erreur pour moi. Surtout qu'il a toutes les armes en plus pour éviter de rentrer là-dedans, tu vois, et pouvoir même peut-être contrôler Poirier, justement en faisant en sorte de le détruire avant même que lui puisse le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc à voir. Et notamment d'ailleurs avec ses déplacements, parce qu'il a de très bons déplacements circulaires. Car en fait, il peut pas être dos à la cage. Enfin, ça, c'est une réalité. Il peut pas être pris à la cage. Il va toujours chercher à reprendre le centre. Donc ça, voilà. Ouais, C'est pas quelqu'un. parce que ça va avec sa défense de lutte. Oui, oui, Parce qu'à la cage, c'est compliqué pour lui. oui. Bah, on l'a vu contre Khabib. Bon, même si c'est compliqué pour tout le monde contre Khabib, mais le truc, c'est que il faut savoir, on en parlera tout à l'heure, que Chandler, que Geiji, j'ai un problème ce soir, je mélange tout le monde. C'est les sept familles. Geiji, il est réputé pour être normalement, parce que c'est un ancien lutteur de très haut niveau, mais pour être plutôt un lutteur défensif Avoir plutôt un qu'un lutteur style offensif. ultra défensif, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, il a créé ce style défensif sans la cage, puisque en lutte, tu n'as pas de cage. Donc forcément, il était plus dans le scramble, dans le sprawl, dans tous ces trucs-là, tu vois. Et le fait C'est ça. Donc il a besoin d'espace pour sa défense. c'est Le fait ça. d'avoir la cage derrière, ça bloque son jeu complètement. Ouais, parce qu'il peut pas prendre le recul nécessaire. Mhm. On en parlera de toute façon, Ouais, parce ouais. qu'il a vraiment un style défense en lutte aussi qui est très spécifique. Donc, il fait beaucoup de mouvements de buste pour le coup. Il est très en avant durant cette attaque, c'est ce qu'on disait. Beaucoup de mouvements latéraux en défense. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, bah voilà, on en parlait tout à l'heure, que ce soit en attaque ou en défense. Justement, il aura tendance en fait à se pencher sur sa droite, en fait, tout simplement. Comme Kamaru Usman. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure il y a les bienfaits de Whitman et il y a ses défauts. Et comme il est très boxe anglaise, justement, c'est vraiment une erreur de faire Quand ça il y a en du pied-point ou en pied-point, c'est une MMA. erreur, ouais. Ouais, Voilà, pour la high kick. c'est ça.
Et c'est comme ça que justement Edwards avait réussi à piéger Ousmane. Et potentiellement, c'est quelque chose qui peut être justement exploité aussi contre Gaethje. Parce qu'il a vraiment tendance à se pencher sur le côté. Ce qui lui permet aussi de mettre son espèce d'high kick, tu sais, où justement quand il se Ouais, penche, tu sais, pour envoyer l'high kick. Donc derrière son il le jab. fait très bien. C'est ça. Jab, derrière il se penche, et comme il se penche, il envoie l'high kick. C'est comme s'il compensait en fait l'erreur du fait de se pencher. Sauf que le problème, c'est que si tu le prends dans le temps et que toi tu rentres en collision dessus. D'ailleurs, c'est Poirier qui envoyait beaucoup de coups. C'était pas des front kicks, mais vraiment des coups en remontant, tu sais. Je pense qu'il avait conscience de ça aussi. Et il envoyait beaucoup de coups remontants qui sont très bien passés contre Gaethje. Le coup de Ah bah, pied. c'est surtout qu'à chaque fois que Poirier rentrait, Gaethje se mettait dans ses bras, la tête dans ses bras et il se baissait. Il a Ouais, toujours cette tendance à se baisser pour oui. après balancer son crochet par-dessus. Oui, oui, c'est ça. Ce qui fait que lui rompt le contact très souvent. Enfin, tu sais, Visuel, ouais, le complètement. contact visuel. Parce que vraiment, il se met dans sa boule, effectivement, il met sa garde très haute et il penche Mm. la tête en avant, ce qui fait que derrière, il voit plus personne. Et là où on parlait de ceux qui perdent le contact, qui vont des fois avoir tendance à tourner la tête, tu sais, à essayer de fuir un peu d'une manière un peu, comment dire, non codifiée. Enfin, c'est vraiment s'échapper pour essayer de reprendre de la distance. Lui, il n'a pas peur de prendre des coups non plus. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va les prendre. Alors, effectivement, il va tourner la tête parce qu'il voit plus rien, il sait pas qui il y a en face de lui. Mais par contre, il va envoyer des coups pour essayer de toucher. Et c'est ce contact-là de la frappe où justement, dès qu'il aura touché, il va pouvoir situer son adversaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il voyait rien, tu vois. Il va pouvoir situer son adversaire et revenir sur sa séquence d'attaque ou alors recasser la distance. Mais c'est quelque chose quand même contre quelqu'un comme Poirier qui a beaucoup, comme on disait, qui a beaucoup de volume, qui débite énormément. On le Quand voyait, tu hein. te mets comme ça, ah oui, Bah, il en prenait au moins 5-6. c'est Et ça, en plus, il mettait des enchaînements longs pour rien. Pour lui, c'est cadeau quand tu te mets en boule, hein. c'est ça. Et Et des c'est enchaînements précis, longs et c'est variés. puissant. Ouais, non, tu sais pas d'où ça vient. En Mm, fait, une fois que tu as pris le premier et que tu t'attends un deuxième, tu sais, la logique, pour lui, mm. en fait, il s'attend à 2 crochets. Il s'attend à une série de crochets. Sauf que ça vient en uppercut, ça vient au corps, ça revient à la tête. Non, Ouais. c'était propre. Ah ouais. Et dès qu'il désengageait, boum, tu avais une jambe qui remontait. Ouais. Donc ouais, non, non, c'est ça qui aussi a fait capitaliser un maximum de frappes justement à Poirier, c'est cette manière de faire. Donc, euh, donc voilà quoi. On va dire que en boxe, en boxe, contre un adversaire comme Poirier, c'est compliqué de faire ça. Il va falloir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer à la guerre. Dans le sens où, dès qu'il va rentrer à la guerre, forcément, il va se retrouver dans cette situation où Poirier, lui, va être encore lucide et il va regarder son adversaire, là où Gaethje, lui, va baisser la tête et va rentrer dans sa forteresse, quoi, tout simplement. Donc, Ouais. Maintenant, la que question, dire? c'est est-ce qu'il peut l'outstriker avec son jab quand Poirier va faire que lui avancer dessus, quoi. Parce Bah, que c'est ça le Poirier, c'est ce truc. qu'il veut, hein. Poirier veut pourrir le combat. Il veut une Ouais, guerre. ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, Et effectivement, lui, il va faire que ça. Gaethje lui a donné dans le premier combat puisqu'il avançait sans cesse. Maintenant, est-ce que si tu mets une stratégie en place de je te conserve à distance, est-ce que c'est possible? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué sur tout le combat. Par contre, de pouvoir le faire sur une partie du combat, c'est une bonne chose. Je Tu suis sais, d'accord. c'est-à-dire qu'il pourra pas le faire tout le combat. C'est pas possible. Il est trop bon Poirier pour accepter ça. Ouais. Par contre, tu peux très bien prendre le petit temps d'avance, je veux dire dans la destruction, avec justement ce système de jab, low kick, tu sais, où il va envoyer ses low kicks, où il va prévenir le fait justement de prendre ce crochet ou ce direct du gauche. C'est-à-dire que quand il va envoyer des low kicks, il faudra qu'il soit les mains très très hautes à chaque fois pour que ça tombe dans la garde, tu vois, et pas le donner avec le visage découvert, où justement il va s'exposer au chaos qu'il a pris au quatrième round. Donc, et se servir de ses déplacements. Parce qu'on l'a dit, il se déplace très bien en circulaire, tu vois. Donc, il peut faire ça. Il peut se déplacer et puis des fois casser son mouvement, justement, quand il va se déplacer, casser son mouvement et envoyer son low kick, envoyer son jab, travailler, boum boum, repartir de l'autre côté, revenir et vraiment être là sur ses mouvements de buste, tu sais, où il va donner des informations différentes de déplacement, tu sais, et derrière venir frapper ce qu'il faut, low kick intérieur, low kick extérieur, son jab, de temps en temps rentrer à la guerre. Son jab, il est incroyable. Mais oui, Quand tu regardes les 2 combats
où il utilise là contre Ferguson et contre Fiziev, tu regardes leur visage à la fin, il les a découpés. Ouais, complètement. C'est là où il fait le Complètement. plus de dégâts en fait. Les combats où il est posé, c'est là où il fait le plus de dégâts. Plus que Ouais. quand il fait la guerre. Oui. Oui, parce que quand il fait la guerre, il y a du déchet. Ouais, Alors quand en il fait, envoie son voilà, jab, il n'y en a pas. s'il touche, il t'éteint, tu vois. Mais quand il a son travail de destruction avec son jab, c'est low kick, c'est magnifique. Ouais, et puis derrière, tu te remets en question parce que tu n'oses plus rentrer. En fait, comme il te prend sur le moment où tu vas rentrer, il va rentrer avec son jab. Derrière, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je pense que dans le travail d'usure, ouais, c'est ça qu'il faut qu'il mette en place par rapport à la dernière fois. Et de temps en temps, accepter de partir à la guerre. Ouais, de Et il toute est façon, capable de le faire. ça lui va, tu vois. Il peut partir à la guerre. Le truc, c'est comme tu dis, c'est s'il fait que ça, à un moment ou à un autre, il perdra. Ouais. Ouais, parce à ce jeu-là, Poirier est imbattable. J'ai l'impression. Au jeu de la guerre. Finalement, quand tu regardes les derniers combats qu'il a perdus, c'est quand vraiment il s'est retrouvé face à des mecs qui avaient des armes pour contrer ça, pour contrer cette guerre. Tu vois, c'est-à-dire que contre Khabib, bah, il avait sa lutte qui lui a permis en fait de l'empêcher de faire cette guerre justement annoncée, où il Mm. venait l'amener au sol et il l'emmenait en eau profonde. Et contre Oliveira, quand il était dans les phases de guerre, c'est Poirier qui était dominant. Tu vois. Mais Oliveira, encore une fois, lui, c'est pareil. Il est venu, il est rentré à la lutte, il est passé dans le dos, et c'est là où il a fait ce qu'il fallait. C'était sur les phases de sol et de lutte où il a été meilleur. Ouais. Enfin, surtout les phases grappling, on va dire, où il a été meilleur. Donc quand tu sais ça, tu te rends compte en fait que Poirier, aujourd'hui, ouais, si tu veux l'avoir, il faut avoir une bonne lutte, un bon sol. Quand tu es en boxe pur, c'est compliqué de l'avoir. Aujourd'hui, hein, sur la version actuelle de Poirier. Ouais, non, clairement. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu perdre debout. Non. La plus grosse guerre qu'il a fait là récemment, c'était contre Hooker, avant justement Khabib. Ouais, ouais. Bah, c'était Hooker et c'était Gaethje, quoi. C'est les deux plus grosses guerres, mais depuis non, les trois combats qu'il a fait contre McGregor, bah, Contre ça a été, Connor. enfin des deux combats plutôt, ça a été à son avantage largement. Donc non, ouais, non, il est devenu très très fort. Enfin, vraiment debout, si tu cherches qu'à boxer, il est Il a eu devenu son très très combat fort. contre Holloway aussi. Depuis, Ouais, j'ai plus en c'était mémoire. après Gedji. J'ai plus en mémoire. Donc ouais, ouais, ouais. Et effectivement, ouais, c'est dur. C'est dur. Et quand tu vois que Geji, bah, en lutte offensive, c'est pas ça, j'ai quand même peur pour Geji. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai Ouais, quand même peur pour lui. ouais. D'ailleurs, en boxe, pour ce combat, qui tu vois? Je vois l'avantage à Poirier quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est le Je plus vois complet, je pense. ouais, je vois l'avantage à Poirier pour son volume que Geji n'aime pas. C'est ce que j'ai noté. Donc, voilà, c'est parce que pour moi, c'est lui qui est chien de guerre. S'il y a une chose aussi que j'ai pas dit dans la boxe de Geji, c'est sa faculté aussi à venir prendre le single collar tie. Tu sais, il y a de temps en temps, il vient en Ouais, c'est contact et vrai. il Ouais. vient choper derrière la tête pour envoyer ses frappes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fait bien. Alors qu'il a bien fait contre Fiziev parce que Fiziev était plus petit. Contre Poirier, j'ai plus de mal à le voir le faire, personnellement. Ouais, ouais. Est-ce qu'il aura intérêt de rentrer dans cette zone-là? Bah, étant donné il a une plus courte allonge, oui, si. Casser la distance, c'est intéressant pour lui. De venir à la collision et de prendre ce contrôle-là, ça annihile une partie, enfin, ça annihile la force de Poirier qui est son allonge aussi, par rapport à lui. Ouais, mais Poirier, il n'aurait pas peur de rentrer en lutte. Là où Fiziev, il savait que. Là où contre Fiziev, il savait qu'il allait pas rentrer en lutte, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, après, la seule fois où il a essayé de l'emmener en lutte dans le premier combat, il a été très bien géré par Gaethje, hein. Donc, je suis pas sûr que ça lui fasse plus peur que ça que Poirier essaye de l'amener. Par contre, là où je dis qu'il faut pas qu'il le prenne, moi, personnellement, dans ce combat-là, c'est quand tu vois que c'est l'arme d'Oliveira et que quand il a mis justement Oliveira le collar tie, Qu'il a levé la que tête et qu'il l'a Poirier, décollé voilà, du sol. il a décollé exactement Oliveira du sol. Tu te dis, ouais, non, en fait, c'est peut-être pas arriver à tirer la nuque de Poirier, c'est compliqué quand même.
C'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, je pense pas que ça sera une arme qu'il utilisera. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense qu'il l'utilisera pas. Ouais. Bon, en tout cas, avantage Poirier, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Même si l'avantage, il n'est pas significatif de fou. Hein, parce que on l'a dit, un Gaethje bien dans son combat, qui réfléchit et qui met bien ses armes en place, peut faire la différence. Et on l'a vu dans le premier combat, comme on l'a dit, hein, c'est à celui qui a craqué le premier, quoi. Donc Ouais. l'avantage, je le mets pas non plus extraordinaire, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il sait aussi boxer techniquement, Poirier. Ah oui, ah oui. Tu vois. On l'a Il dit, hein. adore la guerre, mais il sait aussi boxer techniquement. Donc je pense que dans tous les cas, il a l'avantage debout pour moi. Après, ça veut pas dire qu'il peut pas se faire éteindre, hein. Mais, euh, mais à l'usure, il nous a prouvé en plus que, franchement, comme tu as dit, il est incassable. Ouais. Non, mais c'est une guerre propre. Hein. Ouais, bon, on l'a dit de toute façon, que dans l'échange, dans la guerre, il savait être propre et précis. Ouais. On passe à la Donc, lutte. on passe à la lutte. Monsieur Poirier, donc il a une bonne lutte. Il profite, on l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé à l'évoquer, de son shift pour chercher le double leg. Donc vraiment de cette manière d'avancer, de casser la distance et donc de se retrouver dans sa garde forte de lutteur, en fait, finalement. Donc avec sa jambe forte devant. Il a aussi une bonne défense, mais il choisit souvent l'option guillotine. Ça, c'est vraiment quand il se fait amener, je sais pas pourquoi, à chaque fois, même s'il pourrait défendre, en fait, il va choisir de prendre la tête. Et la guillotine, elle C'est passe jamais en plus. Elle passe jamais. Bon, elle était pas loin de passer contre Habib, selon les dires de Elle n'est pas Habib, passée. mais elle n'est pas passée. Donc, il aime bien venir à la lutte, mais plus pour amener son adversaire à la cage et le contrôler et créer du dégât, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas lui qui va forcément chercher à amener. En fait, quand il va chercher à amener, ça va être plus pour comment dire, casser le rythme, tu sais, et venir changer un peu. Amener un peu de mixité dans tout ça. C'est ça. Mais ouais, de toute façon, ouais. Non, comme tu as dit, il n'a pas une lutte incroyable. C'est vraiment Non. la lutte basique, tu vois, le double leg, c'est tout. Dans C'est une son, bonne dans, lutte pour du MMA. c'est ça, et en plus, c'est vraiment pour qu'il arrive à amener, il faut qu'il chope le bon timing. Oui. C'est vraiment ça. Il va pas chercher à réadapter après si ça foire, tu vois. Il va pas partir sur un truc en enchaînement. Il rentre en double, s'il a le timing, il amène. Si l'adversaire commence à défendre un peu, ça va reprendre la distance. Ouais, mais c'est comme si en fait il cherchait à mixer sur son shift justement pour camoufler la frappe lourde qui arrivera après, quoi. Tu vois, pour que l'adversaire se dise ouh là, c'est vrai, il faut aussi que je me méfie du De double la... leg et Ouais, ouais, bien sûr. puis finalement derrière il va t'en mettre une, quoi. Donc voilà, mais c'est pas le point sur lequel il est le plus significatif. Non. Donc Défensivement, c'est basique, hein. ouais, Il se relève assez bien à la cage. Il y a pas énormément de choses à dire. ouais. Bah, de toute façon Il est dur à maintenir. Non, il défend bien, hein. En lutte, il défend très bien. c'est une des facultés de sa team en fait. Tu sais, enfin des Ouais, choses ouais, qu'ils font très le bien, fait de se c'est-à-dire relever à la cage. ouais, c'est une grosse force. Donc voilà. Que dire de plus? Rien Bah, de c'est spécial. pas. Ouais. Ouais. Et de l'autre côté, finalement, alors que c'est un lutteur, mais c'est à peu près pareil pour Gedji, hein. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur sa lutte, hein. Et non, parce que voilà, parce qu'en fait, tu te rends compte que pendant longtemps, Geiji, les gens ils ont eu peur de l'amener. Donc parce qu'ils se disaient justement, attends, le mec c'est un mec qui est intouchable dans son domaine sur la lutte justement. Enfin quand il était lutteur, donc pourquoi tenter de l'amener quoi? Finalement, dans les faits, on s'est rendu compte que c'était moins vrai que ça dans l'idée. Alors, Alors oui et non. Oui et ouais, ça non. dépend avec qui. Parce que finalement, en regardant, le seul qui l'a vraiment amené, c'est. C'est Alors, Khabib. amené et contrôlé, c'est Khabib. Parce Voilà. que tu peux l'amener, on l'a vu, Chandler l'arracher, mais le contrôler derrière, c'est quasi impossible. À contre Chandler, c'était magnifique ce qu'il a fait. En fait, dans sa réactivité sur cet arraché était magnifique puisque il arrive à faire perdre le contact en fait à Chandler et donc à revenir en fait à revenir debout. Mais même tu vois contre Poirier dans le premier quand il prend le double leg, il réagit vraiment très très vite. Ouais. Et alors c'est vrai que Khabib l'a amené et contre Oliveira c'est pas une amenée. Non, c'est un knockdown. C'est sur un knockdown. Donc c'est autre chose encore. Mais Mais en tout cas, effectivement, sur ses défenses, ça va avec le fait qu'il ne soit pas dos à la cage.
Tu vois, quand il Ouais. défend contre Chandler, il n'est pas dos à la cage. Donc, Alors, il est libre de ses mouvements. exactement. En fait, donc il a une très bonne lutte défensive. Elle est très proactive en fait. Ce qu'il y a, c'est que il va chercher à défendre, à désamorcer les choses avant même que d'arriver dans une situation où il va devoir être justement en réaction. Il va être proactif. Donc il va désamorcer en fait tout de suite les contrôles en plaçant parfaitement sa tête. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on apprend en lutte hein, de toute façon. Si tu places bien ta tête, ton adversaire il peut pas t'attaquer. Donc C'est la parce que première ligne de défense. c'est ça. La première ligne de défense, effectivement, c'est la tête. Puis après, il va pivoter pour enlever le contrôle du bras et ainsi repousser son adversaire. En fait, c'est vraiment ça. Il se place, il colle sa tête, il pivote, il repousse et il se retrouve, en fait, il se remet dans sa distance de frappe pour pouvoir continuer son travail de destruction derrière. C'est super bien fait. Comme j'ai dit, comme on l'a dit contre Chandler, il a prouvé qu'il était bon aussi en réaction. Donc ça, c'est quelque chose qui fait bien. Maintenant, il peut, effectivement, quand tu le times sur de la boxe, tu peux, bah, comme tout le monde, hein, de toute façon, si tu le shootes bien, il va tomber. Mais derrière, à stabiliser, c'est une vraie, bah, c'est une Ah, vraie c'est une catastrophe, quoi. Tu galère. peux pas c'est une galère. Il explose direct. Il a des crochets tu sais, en papillon, il te jette, il t'éjecte, il se relève. Ouais. Donc, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de toute façon, sa force, c'est la défense en lutte, c'est les scrambles, c'est ce genre de choses. Donc, donc voilà. Mais il a tout intérêt, hein, parce que de toute façon, au sol, on va Ouais, le voir après. oui. Bah C'est oui. une catastrophe. C'est Bah une oui. catastrophe. Heureusement qu'il a une bonne défense de lutte. Ah, mais sinon, ils n'en seraient pas là, hein. S'il n'avait pas une bonne défense de lutte, il ne serait pas au niveau auquel il est aujourd'hui. Sa boxe Clairement. seule ne lui permettrait pas de. Après, peut-être qu'il aurait mieux travaillé aussi son sol. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que quand il travaille, par exemple, avec Ousmane, il travaille vraiment sur du scramble de lutte, quoi. Mm. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Il cherche pas à travailler le sol plus que ça, quoi. Quelque chose à rajouter? Non. Non. Et, et à qui tu donnes l'avantage en lutte? Je le donne à Geji. Je le donne à Geji parce que je vois pas Poirier être en capacité de l'amener et de le contrôler. Ouais, je suis d'accord. Il peut le faire tomber, mais il le stabilisera pas. Non. Parce qu'en plus, il travaille pas de ouf à la cage pour ses amener au sol. Parce que ça aurait Non. été la solution. Non, il va travailler à la cage pour faire mal, mais pas Ouais, pour ouais, amener. pas pour amener. Donc, ouais, avantage Geji par le fait que c'est lui qui va décider, ça va rester debout. Parce que lui non plus, il amènera pas Poirier. Parce que offensivement, on a parlé uniquement de sa lutte défensive, mais Hmm. offensivement, c'est quand même ultra pauvre. Oui, ouais, c'est pas son jeu. Tu sens qu'il est Il, pas, il a c'est pas mis sa force. il a mis le single leg à Fiziev en fin de combat. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Oui, il est capable de le faire parce que forcément, avec son passé de lutteur, il a forcément appris à attaquer, tu vois, mais Ah, mais c'est tu pas sa sens que force. c'est pas ça. Non, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Mais il n'a pas besoin d'être à l'aise, hein, tu sais. Mais c'est comme pour tout, c'est comme en boxe. Hein. Tu as des boxeurs offensifs, tu as des boxeurs en contre, tu as des boxeurs. Enfin, tu vois, donc ils vont savoir être offensifs, mais si tu es un boxeur en contre ou en défense, tu sais, si ta faculté Ouais. c'est de boxer en reculant, bah, tu vas boxer en reculant. Si on te dit de boxer en avançant, bah, tu seras moins à l'aise. Donc c'est pareil, c'est comme pour tout. C'est comme les judokas qui travaillent sur le contre plutôt que de travailler sur justement entamer l'action, quoi. Mm. C'est comme ça. T'en as qui sont plus à l'aise dans la défense et d'autres plus à l'aise dans l'attaque. C'est comme dans le jiu, tu sais, le mec qui s'arrête jamais. C'est comme dans le jiu-jitsu brésilien, tu vois. Il y a des gens qui vont faire de l'action-réaction, qui vont profiter de ton action pour pouvoir te contrer. Et il y en a d'autres qui vont être là et qui vont te mettre la pression, quoi. Donc, c'est comme. Je l'attendais. Je Mais savais qu'il y en avait un dernier. arrêtons-le. C'est comme en échec, tu sais. Le mec qui va trop loin. Oh putain, c'est comme en ping-pong. Ouais, je m'arrête là. Donc, avantage Geji. Avantage Geji. Ouais. On passe au sol. On passe au sol. Donc, le sol de Monsieur Poirier, bah, c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui ne démérite pas, hein. De toute façon, c'est une ceinture noire. Alors, attention, on précise encore une fois qu'il y a les ceintures noires de jiu-jitsu brésilien, de compétiteurs jiu-jitsu brésilien. Il y a des ceintures noires MMA. Enfin, quand je dis MMA, c'est-à-dire de combattants qui ont fait leurs armes dans le jiu-jitsu brésilien, mais qui sont uniquement des combattants de MMA. Et puis, tu as les ceintures noires loisirs. Tu vois, on peut, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais attends, lui, il est ceinture noire, lui. Alors que tu le mets face à, tu sais, en compétition adulte, ceinture noire, il va se faire taper. Ouais, mais c'est pas le même métier, messieurs, dames. Dans le sens où le mec il ne s'entraîne pas à 100% au sol.
Maintenant, tu vois Poirier qui tourne avec un lambda, même une ceinture noire, il va le tuer. Tu vois, Oui, bah déjà, ne serait-ce que physiquement. déjà, ne serait-ce que Parce que physiquement. c'est un athlète pro. Il y a Maintenant, son sol. T'as dit quoi? Tu disais quoi? Non, il y a une vidéo en plus de lui qui est sortie il y a pas longtemps où justement il y a un mec qui le défie au sol et il se fait vraiment rouler dessus par Poirier. Je sais plus, j'ai Ah ouais? un vague souvenir de ça, ouais, d'un mec qui l'a défié et qui au final s'est fait étrangler dans tous les sens. Ah, je l'ai pas vu passer. Ouais. Donc Maintenant, dans la réalité de la cage, à ce niveau-là, il a un sol moyen. je suis d'accord. Il a un bon sol. Tu vois, il a un sol suffisamment abouti pour ne pas se faire malmener, Ouais. pour survivre, pour se relever, pour faire du dégât en grand and pound. Mais au-delà de ça, ça reste limité. Il fera pas la différence sur son sol. Non. Alors il sait. Contre un mec comme Geji, peut-être, parce que c'est encore en dessous. Ouais, C'est beaucoup en dessous. franchement, Geji, Ah, c'est une c'est. catastrophe. Mais nous, on le dit, hein, il y en a plein qui veulent pas le comprendre, mais enfin, tu sais, alors attention, Khabib est un monstre au sol, mais pour le coup, Khabib et Oliveira, mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, pour Poirier, il a une faculté à attaquer les soumissions. Il a ça là-dessus, il n'y Mais a à pas de pas les souci finaliser. mais à pas les finaliser. Tu vois, c'est dangereux, guillotine sur Khabib et contre Hooker, ou encore un triangle de bras ou Moplata qu'il avait fait aussi sur Hooker. Mais il manque de quelque chose pour finaliser. Alors, il a réussi à finaliser Chandler lors du dernier combat. Donc, il l'a étranglé dans le D'ailleurs, c'est le dos. premier à soumettre Chandler. C'est le premier à soumettre Chandler. Donc, c'est quelque chose qu'il a réussi à faire parfaitement bien. Chandler fait une erreur, le laisse passer. En fait, sur un moment justement de scramble de scramble au sol, tu vois Poirier qui arrive à passer dans le dos. Moi, je trouve que Chandler, j'ai revu le combat, je sais pas pourquoi il reste à genoux. Pourquoi il fait cette erreur-là? Mais parce qu'il est stupide, Chandler. C'est Pourquoi ça. tu poses la question? C'est vrai. En fait, tu te dis, Chandler, il est là, il a le nez pété, parce que il s'était fait péter le nez littéralement par Poirier, donc il a du sang plein de pif, de la mort avec du sang plein de pif, il respire plus. Donc déjà, tu sais que déjà, si le moindre petit étranglement qu'on va te mettre, tu vas taper, parce que tu as du sang dans la gorge, parce que voilà, là où tu peux chercher un petit filet d'air d'habitude, là, tu peux pas. Même si, attention, l'étranglement dans le dos, c'est pas que du respiratoire, c'est surtout du sanguin. Donc si c'est pris, c'est pris. Mais voilà. Mais la première des choses à faire, quand tu es pris, quand tu es aussi bien pris, en plus que tu as un triangle au corps, tu restes pas à genoux. Soit tu arrives à te relever, dans ce cas-là, tu te lèves, soit tu te mets sur le côté pour essayer du côté du triangle, justement, enfin, tu sais, tu mets ton corps du côté où le triangle est fermé, pour essayer justement de le déverrouiller, ou de faire en sorte que Poirier essaye de reverrouiller le triangle de l'autre côté, parce qu'on verrouille le triangle de préférence vers le Vers le ciel, haut. et donc de profiter de ce moment-là pour essayer justement de te sortir et d'essayer de revenir soit face à lui, soit de sortir du dos. Non, lui, il reste à genoux comme ça, il attend de voir ce qui va se passer. Donc, bah, forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est fait étrangler, quoi. Tout simplement. Donc après, par contre, là où Poirier il a été très bon, c'est qu'il attaque une première fois. Tu sais, il est au niveau du menton. T'as Chandler qui arrive à retirer la main et en fait, il arrive à se remettre vraiment sous le menton et à refermer assez rapidement son étranglement et proprement. Ce qui fait que derrière, il le fait taper, mais voilà, c'est magnifique. Il est fait à la perfection. Donc attention, on retire pas à Poirier le beau triangle de bras qu'il a fait. Enfin, le beau RNC, Rear Naked Choke, qu'il a fait. Mais bon, c'est aussi dû à la connerie de Chandler de rester à genoux. Enfin, où il pouvait clairement plus défendre, en fait. Quand tu restes à Ouais. genoux comme ça, tu peux pas défendre. Tu peux pas déverrouiller, tu peux rien faire, tu peux pas bouger. Donc c'était un peu bizarre. Mais sinon, avant ça, il n'avait pas soumis avant. Alors, sa dernière soumission, c'était en 2017 contre Pettis, mais ça ressemblait plus à une blessure qu'à une soumission. Sinon, c'était en 2012. Il avait soumis pour la dernière fois sur un Bravo Choc. Donc, bon, c'est pas. Ouais, effectivement, c'est pas un mec qui a l'habitude de soumettre à l'UFC, quoi. Enfin, en tout cas, dans ses combats de MMA. Tu le disais Ouais. tout à l'heure, il a un putain de grand endpoint, par contre. Surtout avec ses coudes. Ouais, bah, ça va avec son style en boxe, hein, comme on a dit, hein. C'est un mec qui Ouais. fait du dégât, que ce soit debout, au clinch, au sol. Ouais.
Il cherche à couper, il cherche à faire mal. Et il a une très bonne défense de soumission. On le disait tout à l'heure. Quand même, par contre, son sol défensif, il est très bon. Il est vraiment très bon. Donc voilà. Bon, même s'il n'aura pas vraiment à le mettre en œuvre là, dans ce combat-là. Non, je pense pas. Il y a peu de chance en tout cas. Je pense pas non plus. Parce que Geji, voilà, passons à Geji. Eh ben, c'est pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, je C'est pense une qu'il ne tortue. travaille pas. Il travaille pas son sol déjà, ça c'est presque sûr. Effectivement, quand il est sur le dos, il a zéro réflexe. Mais quand je vous dis, et quand on vous dit zéro réflexe, c'est zéro réflexe. Dans le sens où contre Khabib, 2 fois il se fait amener au sol. Certes, c'est Khabib, il l'a amené, très bien. Mais 2 fois il se laisse passer en position montée, mais sans aucune réaction. Et je crois bien que de tous les combats que Khabib a fait, ça doit être la seule fois où il est passé aussi facilement sur quelqu'un. En fait, ça va avec ce qu'on disait à l'entraînement la dernière fois là, avec Nora. Quand il est amené au sol, et c'est pour ça qu'il aime pas être à la cage, On c'est ne qu'il a voit plus. besoin. Il a. C'est Fais bon. l'autre main. Fais l'autre main, parce que là, en fait, tu mets tout. Il a besoin de l'inertie du mouvement pour faire son scramble, tu vois. Ouais. Le fait qu'il y ait la cage, tu bloques l'inertie. Donc, il suffit que tu le stabilises 1 ou 2 secondes. Sur ces 1 ou 2 secondes, quand il est vraiment à plat dos ou sur le côté, peu importe, mais où il n'y a plus d'inertie de mouvement, c'est foutu. C'est fini. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est soit il arrive à être dans une position où il peut faire du scramble, effectivement, avec l'inertie que tu disais, sinon c'est mort. Et même après, en termes de défense, de soumission, que ce soit contre Khabib ou que ce soit contre Oliveira, tu vois qu'il n'y a rien. Rien du tout. Il ne met rien en place pour pouvoir essayer de sortir. Contre Khabib, c'était quoi? C'était un juji dans le premier. Il l'a pris en S-mount pour attaquer le juji. Ça a sonné, il a été sauvé par le gong, mais il l'a laissé s'installer. En aucun cas, il a essayé de tourner les hanches, enfin, tu sais, d'essayer de rentrer son coude vers le sol ou quoi que ce soit. Dans le Non, parce deuxième, qu'il il se laisse savait pas prendre en quoi faire. triangle. Non, il sait pas quoi faire, ça Parce se qu'il voit. savait pas quoi faire. En plus, contre Habib, il n'était pas sonné. Tu vois, Oui, contre Oliveira, à la rigueur, tu peux te dire, t'as pris un knockdown, t'es sonné, donc t'es plus lucide. Contre Habib, il n'était pas sonné du tout. ouais. Et encore, franchement, même contre Oliveira, tu vois qu'au moment où il enclenche la soumission, tu vois qu'il est pas sonné. Il tombe, il fait l'ascenseur. Oliveira lui saute dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand il attaque l'étranglement, tu vois que il sait pas quelle main choisir. Tu sais, Mm. il sait pas. Enfin, il y a rien qui fait que. Tu vois, par exemple, Chandler, qui a une très bonne défense de sol, quand, euh, quand justement Poirier l'a attaqué, il est venu chercher la bonne main. C'est-à-dire la main qui est derrière la tête, qui va se mettre derrière la tête, tu vois. Il est venu chercher cette main. Il est venu essayer de déverrouiller et le sens était bon, tu vois. Il y avait une cohérence dans sa sortie. Geji, il n'y a rien. C'est même pas, il attaque la mauvaise main, il attaque rien. C'est hop, je suis pris. C'est vraiment ça. C'est Je suis vrai pris. qu'il accepte son sort presque. Ouais, Là où debout, tu sens que le mec, limite, faut le tuer pour l'arrêter. ouais, Au sol, c'est une toute autre mentalité. ouais. Et parce qu'il est perdu. Il est vraiment perdu. Donc, c'est. Et un retard comme ça se rattrape pas. Non, pas aujourd'hui, pas à ce stade de sa Pas à ce carrière, en niveau de fait. sa carrière, c'est impossible. Ouais. Bon, après, comme on a dit, hein, on ne voit pas Poirier l'amener au sol, réussir à l'amener au sol et le stabiliser pour pouvoir le soumettre. Mais, Ouais, mais on mais sait bon. jamais. Tu vois, un knockdown, il suffit que tu le touches, qu'il tombe. Ah, c'est sûr que là, il faut sauter sur l'occasion. En fait, maintenant, n'importe qui a une occasion de soumettre Gaethje, il faut y aller, quoi. C'est un peu le blueprint. Pour le C'est coup, ça. n'importe lequel, tu essaies de le soumettre. Parce que tu sais qu'il va pas réagir. Tu sais que c'est gagné pour toi. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, même si tu le stuns, au lieu d'aller chercher un grand endpoint avec lui, il vaut mieux aller chercher une soumission. Oui. Parce que Grand Pound, il a un gros menton, et puis il va se relever. Il va exploser en Ouais, lutte, bras sous l'aisselle, il va remonter. ouais. Non, il faut chercher une position. En fait, il faut chercher à le stabiliser. Mm, Tu le ouais. stabilises et après tu prends ton temps. Ah bah tu le prends en monte déjà, tu sais qu'il est mort. Ouais. Ouais, parce qu'en demi-garde encore, il peut encore se relever, se remettre à genoux. Tu le prends en monte. Bah, je suis même pas Non, sûr il faut passer qu'il. ses jambes. Tu Ouais, le prends en monte, comme tu as dit, ou tu lui prends le dos, c'est fini. ouais, ouais. Donc, Dustin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut le Donc sonner, faut l'amener. avantage Poirier au sol. J'ai mis avantage Poirier. Bon, même si, comme on a dit, hein, il y a peu de chances qu'on voit du sol dans ce combat, hein, quand même. Ouais. Les à côté.
Alors, au-delà de la ceinture BMF, ce combat-là, il va surtout déterminer qui sera sûrement le prochain challenger au titre. En fait, c'est plutôt que le prochain challenger, c'est qui va rester dans la course au titre et qui ne le sera plus. J'ai cette impression-là sur ce combat-là. Qui va devenir le gatekeeper et qui sera encore dans la course au titre. Ouais, ouais. Bah déjà, on sait que ça se joue entre. Il y a Oliveira. Ouais. Oliveira a dit qu'il n'était pas prêt pour Makhachev en octobre. Il ne veut pas être prêt. On n'en a pas parlé dans le podcast Ouais. d'actu, mais bon, on peut en parler là une seconde. Hein. Ça évitera de faire encore un suivi de dossier dans le podcast d'actu, mais déjà, Il veut pas Makhachev, on a affronter dit, Makhachev à Abu Dhabi, c'est tout. voilà, on a dit que Makhachev voulait pas affronter Oliveira, ça c'est un fait. Bon, maintenant il accepterait un peu plus de l'affronter si ça se passe à Abu Dhabi parce qu'il sait qu'il est en terrain conquis et que Oliveira déjà, il a eu ce truc où psychologiquement ça lui a pas convenu. Donc il veut plus l'affronter là-bas et il a raison. Il a aucun intérêt à l'affronter là-bas. Ça y est, il l'a fait une première fois, il a accepté de le faire, il a perdu son titre. Maintenant derrière, enfin perdu. Oui et non parce que les puristes vont dire mais il n'avait pas le titre puisqu'il n'avait pas fait le poids avant et donc là, il était en train d'essayer de gagner son titre. Ok. Mais bon, dans la tête de tout le monde, on sait que c'était le champion. Donc, il a perdu son titre. Il a aucun intérêt à retourner l'affronter là-bas. Non, je suis Aucun d'accord. intérêt. Aucun intérêt. Donc, Donc ça, là, c'est. le fait qu'il refuse, on sait que ça ouvre une porte pour Gedji ou Poirier. Tu Mm, vois, après, le problème, c'est que là, le combat, ça va être une guerre. Il y a de grandes chances que ce soit une grosse guerre. Et ouais, pour octobre, ça va être mort. Pour ouais. être prêt en octobre, ça va être mort. Ça sera de sa rouqueur, je pense. Ouais, possible. Donc, Possible. Mais en tout cas, je pense que le vainqueur, comme tu as dit, il se positionne. ouais. En Il se plus, tu sais, positionne. pour Abu Dhabi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, on n'en a jamais parlé, mais il y a ce truc, tu sais, où Brady avait parlé des menaces, parce que personne n'en a parlé véritablement. Alors, est-ce que ça a fait pchit ou pas? Je sais pas. Est-ce que personne ne veut en parler, personne ne veut évoquer le sujet, mais que quand il a affronté Belal Mohamed sur cette même carte, il avait dit qu'il avait subi des menaces sur Et pression, ouais. des pressions, mais même plus que des pressions. Ils ont dit si tu gagnes ce combat, on Ouais, va ouais, t'enterrer dans le des désert. menaces. D'ailleurs, l'article, comme tu as dit, personne n'en a parlé. Ouais. C'est bizarre. Mais après, parce que tu peux te dire, en fait, soit tu te dis, bah, il a perdu et c'est un mauvais perdant et voilà, il sort cette excuse-là. Soit c'est réel et dans ce cas-là, pour le coup, c'est chaud. C'est chaud. Et alors, on vous le dit comme ça. Hein. Bah, après, en fait, pourquoi on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant? Parce que tu sais, ça fait trop. Ouais, les mecs voulaient absolument voir Oliveira et donc si c'est Makhachev qui a gagné, c'est forcément que, tu vois. Mais honnêtement, on le dit, on le répète, le Oliveira qu'on a vu là-bas, c'est pas le Oliveira qu'on a l'habitude de voir. On ne sait pas si bah, potentiellement lui, il n'a pas subi des pressions aussi, tu vois. Pourquoi Brady, si c'est le cas, si c'est vrai, admettons, si c'est vrai, pourquoi Brady et pas lui, tu vois, Ouais. En tout cas, potentiellement. une chose est sûre, c'est qu'il veut pas l'affronter là-bas. Ouais. Et la question, c'est de voir si ces mecs-là, s'ils vont recombattre là-bas. Parce que moi, c'est ça, en fait, qui pourrait me mettre la puce à l'oreille. C'est est-ce qu'ils vont recombattre un jour là-bas? Brady, c'est sûr qu'il ne recombattra pas là-bas s'il a subi des pressions. Si tu le revois combattre là-bas, ça veut dire que c'est un mytho, déjà. Mais est-ce qu'Olivera va recombattre là-bas? S'il ne recombat pas là-bas, pourquoi pas? À voir. Dites-nous ce que vous en pensez. D'ailleurs, ça serait intéressant de ceux qui connaissent cette histoire ou si vous venez de l'apprendre, si vous pensez que c'est possible qu'il se passe ce genre de choses là-bas ou pas du tout. Tu Ouais, bah, vois? je pense que vous pouvez retrouver l'article hein, sur Internet, hein, des déclarations de Brady. Oui. Mais ouais, c'était chaud. C'était chaud. En sachant que Belal, en plus, faisait partie de la. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, il s'était préparé avec la team Khabib aussi, pour ce combat-là. Ouais. Donc, euh, donc bon, on dit ça, on dit rien. Après, on va nous faire passer pour des anti-Dagestanais, non? Anti-Khabib, peut-être. Non, non, pas du tout. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. En plus, c'est marrant parce qu'on vous le dit, hein, on vous dit nos off quand on l'a vu ce combat-là, tout de suite, tous les Mais c'est deux, toi, non, c'est toi qui me l'as dit. c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Mais ouais, tu me l'as dit. Je te l'ai Tu dit le m'as dit, jour je sais même. pas, ouais, il y a un truc Il y a un truc bizarre. qui va pas. Comme s'il avait subi une pression, comme s'il y avait un truc qui, parce que en fait, voilà, pour être franc, si voilà, on en parle, c'est comme ça. Tu avais Oliveira qui était en pleine confiance jusqu'au jour du combat. C'est-à-dire que tu sais, tu le sens, en général, tu le sens dans la Fight Week.
Surtout quand il y a la conférence de presse, quand tu as les face-à-face. Les face-à-face, quand il y a les face-à-face, tu te... tu te rends compte s'il y a quelqu'un qui a une tête de cul ou pas. Non, mais tu te rends compte à ce moment-là s'il y a un mec qui se chie ou pas. Déjà à ce moment-là, tu te rends compte. Mais là, il était en mode lion, comme d'habitude, déterminé. Et puis d'un coup d'un seul, il était différent. Enfin, le jour où il est arrivé dans la cage, il n'y avait plus personne. Alors tu peux te chier le jour du combat, hein, mais bon, moi ça m'a intrigué. Ça m'a quand même intrigué que de voir que c'était pas le même qu'on avait l'habitude de voir et qu'on a encore revu après avec Darius, tu vois. Où tout le monde s'est dit ouais, ça y est, il s'est fait briser par Makhachev, donc derrière il reviendra plus jamais. Et puis au final, non, c'est faux. Donc à voir. Mais si on le revoit plus combattre là-bas, ça peut être un début de preuve. Bien sûr, ça sortira jamais. En tout cas, pas tout de suite. Tant qu'ils seront sous contrat, bon, même si Brady en a parlé, mais sous contrat à l'UFC, il y a trop à perdre. Tu vois, si ça vient à se savoir, si ça sort Ouais, non, véritablement, il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Ça, mais ça oui, ferait un tel scandale que l'UFC pourrait plus aller là-bas c'est ça. et il perdrait trop d'argent. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier, plutôt, faut pas oublier que c'est justement les Émirats, enfin Abu Dhabi, qui a sauvé en fait l'UFC au moment du Covid, hein, avec la Fight Island. Donc, s'ils ont continué à faire de l'argent et continué à pouvoir organiser des combats, c'est grâce à eux. Donc bon, non, ça sortira pas. Ça sortira pas. Mais voilà, je peux comprendre qu'ils veuillent pas l'affronter là-bas et qu'ils disent qu'il se sentira pas prêt. Enfin, qu'il se sent pas prêt. Donc bon, passons. C'était une parenthèse. Je sais même plus comment on est venu à C'est ça, une mais en tout grande cas, parenthèse là. voilà. Là, Mais on a fait parce un que ça podcast fait. d'actu là. Non, mais tu sais pourquoi? Et toi, tu sais pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on veut en parler, mais on se dit non, ça va mal être pris. Non, les gens ils vont croire qu'on est anti-islam, islam Makhachev, hein, pas anti-islam tout court, hein. Là, attendez, nous mettez pas dans toutes les sauces non plus, hein. Donc, il s'appelle Hadaj, ok? Vous avez pas vu sa barbe à lui là? Je peux pas tout dire non plus. Donc, non, non, mais anti-islam Makhachev, anti-Team Khabib, voilà, qu'on est des haineux ou quoi que ce soit, qu'on voulait que ça soit Oliveira qui gagne. Mais sorti de tout ça, avec une analyse factuelle, voilà, c'était juste pas. Islam a fait un super travail. On l'a vu encore contre Volkanovski aussi. Il a une super boxe, il a une super lutte, c'est un super sol. C'est un champion, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas reconnu le Oliveira qu'on a l'habitude de voir et qu'on a revu après. Donc c'est pour ça. Et ça fait longtemps qu'on se dit, il faudrait qu'on en parle. Mais on n'en parlait pas. Bah, il Ouais, faudrait et puis qu'on en surtout, parle. le truc, c'est que l'info, elle vient même pas d'Oliveira, tu vois. Ça vient de Brady. Ça vient de Brady, effectivement. Donc Et si c'est sur vraiment la même arrivé à carte. Brady, sur la même carte, pourquoi pas à un autre combattant? C'est ça. C'est exactement ça. Donc bon, voilà, on dit ça. Si vous voulez vous nous faire un retour, n'hésitez pas. Si vous voulez vous nous allumer, bah, n'hésitez pas non plus. De toute façon, c'est pas grave. Pour une fois, on aura des commentaires négatifs. C'est bien aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est fait, c'est dit. C'était les à côté, hein. On était dans les à côté. Ah, on était bien à côté là. On était bien, bien à côté là. On était très, très loin même. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc prochain title shot. Enfin, en tout cas, dans la course au titre, on verra qui gagnera. Surtout que Makhachev disait que ça le tenterait bien d'affronter l'un des deux, puisqu'il les a pas affrontés encore. Et il pensait, lui, que c'était Poirier qui allait gagner et qu'il aimerait bien affronter Poirier. Ouais. Mais parce qu'il a le Ouais, blueprint, ouais. hein. Après, il aimerait bien affronter Poirier parce qu'il sait très bien qu'il a le jeu Mais qui peut contre les faire deux. dérailler Mais Poirier contre les deux, en vrai. contre les deux en vrai. Parce que contre Gedji aussi, hein. Ouais. Peut-être encore plus facilement. Ouais, ouais, mais justement, contre Poirier, il y a ce truc où justement c'est moins facile, tu vois, donc ça met un peu plus de superbe à sa victoire. Ouais. Donc, Ouais. euh, donc voilà quoi. Donc à voir. Après, il n'y a pas trop d'à côté, hein. Non, 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 c'était le seul truc. C'était la seule chose, tu sais, cette pression, en fait, au-delà du titre BMF, où je pense qu'ils s'en foutent complètement, mais c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt cette place où tu vois, surtout Poirier. D'ailleurs, Gaethje en parle un peu moins, mais Poirier qui dit qu'il veut toutes les ceintures, quoi. Il veut la Enfin, il a déjà ceinture, eu, Poirier. il a eu le titre intérimaire, il veut la ceinture, il veut encore avoir sa chance, et puis il voulait le titre BMF aussi. Enfin, il veut tout, quoi. Donc, il a encore cet instinct de se dire, putain, il faut encore que je fasse un run. Là où Gaethje, je pense qu'il est un peu plus résigné. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai l'impression que Gedji, il sait que tant que qu'il y a un mec comme Islam, qu'il y avait Khabib avant, en fait, Hmm. il sait que ces styles-là, il les passera pas. Non, non. Là où Poirier pense que, et à juste titre, hein, parce qu'il a les armes pour, hein. Il a plus d'armes que Gaethje en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis même, ça va avec sa mentalité, comme tu disais. Il admettra jamais, le mec.
Ouais. Déjà, le mec, il a créé une sauce piquante. Ultra piquante. Ultra piquante. Tu Je crois sens, tu qu'elle vois, a, ouais, je sais plus combien de millions de Scoville. Sur l'échelle, là, c'est un truc de ouf apparemment, sa sauce. elle est à 8 sur l'échelle de Richter, on m'a dit, Voilà. dans l'oreillette. Ok. On m'a dit dans l'oreillette. Donc, c'est très piquant, ça. C'est très, très piquant. Bref, game plan, on en a parlé tout au long du podcast. Donc, ça sert à rien de refaire une redite dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Passons au pronostic. Donc, pronostic, je mettrai, moi, je vais commencer, tiens, pour une fois. Vas-y. Je vais faire en pourcentage comme j'ai l'habitude de faire. Je mettrai Poirier KO au 4e ou 5e round à 80%. Et je mettrai Gaethje à la décision à 20%. Ok. Ok. Moi, je vais mettre Poirier par décision. Tu penses qu'il va aller jusqu'à la décision? Ok. Ouais, je pense que pour le coup, il va faire ce qu'on a dit, Gaethje. Il va reprendre sa distance de temps en temps. Il va pas rentrer à la guerre tout le temps. Donc, ça va lui Ouais. permettre de prendre moins de dégâts. Mais, euh, mais je pense pas que ça suffira pour prendre l'air, hein. Ok. Ça va Ok. lui permettre de tenir, mais en termes de dégâts, d'enchaînement, et tout, il va prendre trop de frappes. Il va être sonné, il va survivre, mais non, je vois Poirier. Dans la pression qu'il va lui mettre, il va finir par lui faire vraiment mal. Par le Oh marquer, non, non, par le ralentir. ouais, je suis d'accord. Bon, même s'il a pas ralenti dans le premier combat, hein. Jusqu'à la fin, il a toujours été aussi actif, Gaethje. Ouais, 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 il a toujours été. Mais il prenait trop de frappes. Il prenait beaucoup trop de frappes. Ouais. Même s'il est derrière comme on disait, derrière ses points, tu vois, mais il prend trop de frappes. En tout cas, je vois pas Gaethje. Enfin, après, c'est du MMA, hein, tout est possible. Vous pourrez nous ressortir derrière si ça arrive, mais je vois pas Gaethje finir Poirier. J'ai du mal à le C'est voir. par Juji à la volée. Alors là, le mec qui pronostique ça, il met 1 C'est euro, il gagne 10 millions. c'est qu'il a une machine à remonter, enfin, à remonter le temps et qu'il a pris l'almanach des sports De avec ouf. Doc Brown. Non, non, mais ouais, clairement. Mais non, non, moi je vois, ouais, Poirier pouvoir le finir au ouais, 4e ou 5e, pas tout de suite parce que voilà, il faut de l'usure. On l'a dit, hein, Poirier c'est de l'usure, donc voilà. Alors peut-être que je me fais influencer par le fait qu'il l'ait fini au 4e dans le combat d'avant, mais je pense que Poirier a passé encore un cap depuis ce combat, que il est encore plus dur qu'avant, qu'il a des armes encore plus affûtées, et je pense qu'il peut avoir les armes pour finir Gaethje. Ouais. C'est vraiment, vraiment, ouais, je le Oui, sens. c'est vrai. Je pense aussi qu'il a passé un cap. Mais Gedji aussi. Gedji aussi, il y a eu son évolution Oculaire. donc, oculaire et même en termes de style. Donc à voir comment ça s'emboîte tout ça. Ouais, 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 je suis d'accord. Écoute, on va voir. En tout cas, c'est un combat qui est très intéressant. Au-delà de la ceinture, c'est vraiment un combat intéressant. C'est un combat où on sait qu'on va prendre du plaisir. Enfin là, pour le coup, je l'ai vu 2 ou 3 fois le combat là pour l'analyse et je l'ai vu avec autant de plaisir les 2 ou 3 fois, ce qui est pas toujours le cas, tu vois. Ouais. Donc C'est un potentiel combat de l'année là qui arrive. ouais, 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 exactement. Donc c'est pour ça. C'est super intéressant. Hâte d'être justement à ce week-end et avoir ce combat-là. Tu sais, je dis ce week-end comme si on leur avait pas dit qu'on allait les enregistrer à l'avance. C'est dans 3 semaines le combat là. C'est dans 3 semaines. Donc ouais, non, c'est pour ça. D'ailleurs, pour info, Sterling O'Malley, on l'a pas préparé, on a eu des petits couacs, donc on va voir comment ça va se passer, mais on va essayer de faire au mieux pour le sortir. On préfère prendre de l'avance. Si on le sort, c'est voilà, c'est cadeau. Si on le sort peut-être en individuel, d'un côté ou de l'autre, on va voir. Sinon, on verra. On va essayer de s'organiser. On fera tout pour le sortir. Maintenant, voilà, c'est les vacances. On verra comment ça se profile. Sinon, on s'excuse d'avance, tout simplement. On Voilà. verra bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, je pense. Ouais, c'était pas mal. Ouais, donc n'hésitez pas à nous donner votre pronostic, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, sur l'évolution des deux combattants, sur vos analyses qu'on a l'habitude de lire et donc qui nous font plaisir, parce que souvent il y a
il y a de très bons analystes dans nos auditeurs, donc C'est bien. n'hésitez pas. Il y a des commentaires qui me font percevoir des choses que j'avais pas forcément vues. Ouais, Et ça remet, j'ai presque envie de refaire un podcast juste derrière pour changer ouais. mon truc. Non, non, moi par contre, non, non, non. Je suis assez. Voilà, quand j'ai mon idée, je la garde. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, des fois, tu te dis, ah oui, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça. Ouais. Mais oui. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à nous allumer pour l'à côté, si jamais vous le voulez. Le mec est On verra, sadomaso, on quoi. Le répondra. mec veut J'adore se faire ça. allumer. Ouais, c'est ça. J'aurais du temps à perdre de toute façon. Je serais au bord d'une piscine. Tu sais, non, je rigole. Non, non, mais bon, en tout cas, ouais, non, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, envoyez-nous de l'amour, laissez-nous des commentaires, envoyez-nous surtout des messages aussi perso. En plus, ça vous avez l'habitude de le faire maintenant, donc si dès que je peux, je réponds. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Et puis voilà, on a fait le Puis tour. voilà, ouais. Alors il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!